Après un été plutôt calme malgré les turbulences de juin qui ont accompagné le Brexit, comme le soulignent les analystes de Cholet-Dupont, les prévisions de croissance des grands pays développés ont été réduites, surtout aux USA. Les craintes sur l'impact d'un Brexit semblent s'atténuer et ont permis de maintenir les prévisions en zone euro pour 2016 et de repousser les révisions à 2017. Dans ce contexte, Café de la Bourse vous propose en cette rentrée 2016 un tour d'horizon des marchés financiers. Le point sur les grandes tendances du moment avec les analyses d'experts sur la conjoncture économique, le rôle des banques centrales et leurs recommandations d'investissement. Un monde toujours marqué par la crise et qui peine à en sortir. L'héritage d'une crise majeure, la croissance mondiale n'est toujours pas revenue à son niveau d'avant 2008, date de la dernière crise financière majeure qui a entraîné une crise économique mondiale. Pour Laurent Clavel, économiste international AXA Investment Manager, la crise de 2008 a été d'une violence telle qu'on en connaît deux fois seulement en l'espace de 100 ans. La seule crise qui souffre la comparaison est selon lui la crise des années 30. Le gain de productivité est de 1,2% par an aux États-Unis. C'est le cycle le plus faible depuis l'après-guerre. Mais il ne s'agit pas seulement phénomène américain. Cette faible croissance réelle se retrouve dans tous les pays riches et dans un certain nombre de pays émergents. Les taux et rendements des actifs financiers sont plus faibles que ce que la croissance nominale permettrait d'envisager. Les facteurs multiples de la faible croissance. Cette faible croissance réelle s'explique par de nombreux facteurs structurels ainsi que par des aspects cycliques. Pour Laurent Clavel, économiste international AXA Investment Manager, il est important de retenir que le taux de croissance de la population en âge de travailler diminue mais aussi que, depuis 30 ans, trois grandes forces conjuguées font baisser les taux. Le vieillissement de la population qui aggrave le surplus d'épargne, l'augmentation des inégalités, la mondialisation qui a engendré l'accumulation considérable de réserves qui crée encore un surplus d'épargne au niveau mondial. Or, selon Laurent Clavel, les taux d'intérêt ne sont après tout que le prix de l'épargne. De plus, Laurent Clavel s'inquiète également du ralentissement de la productivité mondiale qu'il juge très inquiétant. Il précise que la thèse la plus pessimiste explique cette situation du fait de l'absence d'innovation ou en tout cas, de leur absence de diffusion. On a inventé la machine à vapeur, l'électricité et depuis, ce n'est que de l'entertainment. Le grand raout autour de la sortie de l'iPhone 7 en est le parfait exemple. Il s'agirait donc d'un problème d'offre. À l'opposé, la vision de Joël Mokyr vient prendre le contre-pied de ce point de vue. La liste des innovations à venir est considérable, fusion froide, génétique, etc. Pour Swiss Life Asset Manager aussi la faiblesse de la croissance s'explique par une évolution démographique défavorable, c'est-à-dire la faible croissance de la population, conjuguée à une pénurie d'avancées technologiques. Mais, selon Laurent Clavel, il ne faut pas oublier d'ajouter à cette longue liste d'explications de la durée de la crise économique que nous traversons actuellement un certain nombre de facteurs cycliques. L'héritage de la crise financière et économique de 2008 s'accompagne d'un déficit de demande, d'une surcapacité des matières premières dont les prix de revient sont supérieurs au prix du marché pour le pétrole mais aussi pour les métaux de base. La situation est particulièrement flagrante en Chine où les entreprises détenues par le gouvernement sont en surcapacité car les investissements obéissent à des trajectoires prédéfinies à l'avance et elles se retrouvent donc dans une situation où elles ont trop investi pour une demande qui a disparu. Laurent Clavel insiste aussi sur une donnée essentielle, le stock de chômeurs. Si ce n'est plus le cas aux États-Unis, le phénomène persiste en Europe et crée un stock de gens qui cherchent un emploi et donc une pression à la baisse sur les salaires. Enfin, il faut ajouter selon lui à ce tableau déjà sombre l'héritage d'un stock de prêts non performants, le nettoyage bancaire en zone euro a beaucoup tardé. À cela, il faut ajouter la gestion de la crise de la dette par une inflation de la dette que Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers verts de l'économie, qualifie de problème majeur tout en soulignant que le G20 a appelé encore récemment à une augmentation de la dette. Ainsi, la dette nominale de plus en plus forte et croissance nominale de plus en plus faible. Une situation différente selon les zones géographiques si la lente remontée des États-Unis semble se poursuivre avec un chômage qui baisse et une croissance qui repart doucement. La situation en Europe est tout autre avec une reprise très timide qui ne parvient pas à faire remonter la confiance des investisseurs et à faire baisser significativement et durablement le taux de chômage. Au Japon, même si comme le souligne Cholet-Dupont les prévisions de croissance ont été abaissées à zéro.
5% pour 2016 et à 0,7% pour 2017, la croissance reprend doucement tandis que la situation des pays émergents montre maintenant des signes d'amélioration au Brésil et en Russie. L'influence majeure des banques centrales. En cette rentrée de septembre, tous les regards sont rivés vers les banques centrales, comme le souligne Christopher Dembick, économiste chez Saxo Bank. Et pour cause, elles assument aujourd'hui un rôle déterminant dans le paysage économique. Christopher Dembick souligne que depuis la dernière annonce de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, le montant mensuel total des rachats d'actifs, QE, au niveau mondial s'élève à près de 200 milliards de dollars, ce qui correspond, à titre de comparaison, au PIB annuel du Portugal en 2015, c'est dire l'impact de leur politique sur l'économie. Un rôle prépondérant qu'elles n'ont jamais eu auparavant selon Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers verts de l'économie. Tous les ajustements reposent sur les banques centrales car il n'y a pas véritablement d'efforts dans les différents pays. Pas de réforme du système, ni en France, ni en Espagne, les réformes sont timides en Italie. Les politiques monétaires font pour lui le maximum de ce qu'elles peuvent faire. Ce point de vue n'est pas partagé par Laurent Clavel, économiste international AXA Investment Manager, pour qui il reste beaucoup de choses dans les boîtes à outils des banques centrales, notamment le quantitative easing, QE, les taux négatifs et elles peuvent se montrer plus créatives encore si besoin. Pour lui en effet, depuis la crise, l'économie industrielle n'est toujours pas repartie et c'est l'économie dans les services qui a pris le relais, cette dernière étant beaucoup moins inflationniste pour ne pas dire déflationniste, d'où un rôle des banques centrales et singulièrement de la BCE devenu primordial. Constat partagé par Xavier Lépine, président du directoire de la Française Asset Management, qui rappelle que depuis 2007, c'est l'assouplissement monétaire et le quantitative easing qui soutiennent les marchés financiers et l'économie. La BCE devrait garder pendant un moment encore une politique très accommodante, comme le soulignent les analystes de Swiss Life Asset Manager pour qui le poids de la BCE au sein du marché contribuera au maintien de taux faibles. En revanche, la Fed elle souhaiterait remonter ses taux et le fera dès qu'elle le pourra selon Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers verts de l'économie. Ce point de vue est partagé par Swiss Life Asset Manager, pour qui on s'amorce vers une reprise d'un cycle prudent de relèvement des taux, ce que souligne également Arnaud Duplessis, gérant action thématique spécialisée sur l'or et les ressources naturelles chez CPRAM qui précise que Janet Yerseroff, en déclarant à l'occasion du symposium de Jackson Hole que les arguments en faveur d'un relèvement des taux de la Fed s'étaient renforcés au cours des derniers mois, et que l'économie américaine se rapprochait des objectifs statutaires de la Fed en matière de plein emploi et de stabilité des prix, ainsi la porte ouverte à la seconde étape de la normalisation de la politique monétaire américaine. Taux négatifs. La question à la mode et d'une actualité brûlante est évidemment celle des taux négatifs. Xavier Lépine, président du directoire de la Française Asset Management explique leurs origines de façon claire et synthétique. Ainsi entre les pressions déflationnistes fortes, la nécessité de rendre supportable la dette accumulée, les problématiques de création de richesses liées à l'allongement de la durée de la vie, il n'y a guère comme solution que l'annulation de la dette et donc la ruine des créanciers. C'est ce qui se pratiquait autrefois comme la répudiation de la dette, la faillite des 2/3 en France en 1797 qui avait vu la spoliation des épargnants, ou encore l'Allemagne des années 20 et 30 avec l'hyperinflation. Alors, est-ce grave ? Selon Laurent Clavel, économiste international AXA Investment Manager, il ne faut pas se focaliser sur le zéro et les taux négatifs. Change assez peu de choses. Même son de cloche chez Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers verts de l'économie, pour qui les taux d'intérêt de plus en plus bas, voire négatifs sont tout sauf une aberration. Cependant, il reconnaît les effets pervers de ce système qui pousse les investisseurs, en quête de rendement, à prendre des risques exagérés. Il défend néanmoins un bilan positif des taux négatifs tout en insistant sur le fait que les taux négatifs ne font pas souffrir les banques car elles se rattrapent sur le volume de crédit. Et de continuer, les taux négatifs n'ont pas un bilan négatif pour l'industrie bancaire. Mais pour lui,
les banques centrales doivent se tourner désormais vers d'autres solutions et pourquoi pas l'hélicoptère money. Bonne articulation politique monétaire et budgétaire, la clé de la reprise. Pour Jean-Pierre Petit, l'articulation entre politique monétaire et politique budgétaire est un véritable enjeu. Même si les banques centrales restent dans l'ensemble très accommodantes et que les organismes internationaux, depuis un an, appellent à une relance budgétaire, l'expansion budgétaire reste pour l'instant un vœu. Christopher Dembick, économiste chez Saxo Bank, souligne également que les banques centrales reconnaissent que la politique monétaire n'est pas l'unique carte à jouer et poussent de plus en plus les politiques à prendre leur bâton de pèlerin et à utiliser l'arme budgétaire. Prévisions et recommandations d'investissement. La synthèse claire et limpide de Xavier Lépine, président du directoire de la Française Asset Management sur la situation des marchés financiers mérite toute notre attention. Si la majorité des marchés cherchent à reprendre des tendances haussières, le principal facteur de hausse réside toujours dans des taux bas, toujours plus bas. Cette situation perdurera car les grandes banques centrales n'ont pas vraiment le choix, la dette historique accumulée n'est supportable que si elle ne coûte rien et que le capital n'est jamais remboursé. De plus, les taux de chômage sont toujours importants, spécialement en Europe du Sud, et l'activité économique traditionnelle n'est pas suffisante pour le résorber significativement. Enfin, la tentation de politique keynesienne, relance par la demande, est forte un peu partout du fait de la dégradation du niveau de vie des classes moyennes et la montée du populisme qui en résulte. Quelles conséquences alors pour vos allocations d'actifs? Selon Denis Statman, CFA, responsable de l'équipe allocation globale, BlackRock, il est de plus en plus difficile d'avoir durabilité et stabilité dans un portefeuille. Face à ce constat, on notera comme Xavier Lépine, président du directoire de la Française Asset Management que la tolérance à la perte a également augmenté. L'investisseur a conscience qu'aujourd'hui qu'il ne peut plus espérer gagner de l'argent sans prendre de risques. Sa problématique aujourd'hui est que l'espérance de rendement est devenue bien inférieure au risque de perte, la hantise du trou noir influence profondément l'allocation d'actifs des investisseurs. Un marché obligataire en berne. Denis Statman souligne avec force que les actions sont meilleur marché que les obligations, même si elles ne sont pas nécessairement une bonne affaire. Les obligations du Trésor américain par exemple ont atteint leur plus bas depuis 90 ans. Malgré cela, elles restent plus intéressantes que les bons du Trésor japonais ou européen. Selon lui, les injections de cash des banques centrales depuis la crise de 2008 ont tué les rendements obligataires. La vision du marché obligataire est un peu plus mesurée chez Cholet-Dupont qui annonce « Nous conservons notre position globale sur les produits de taux à neutre. À court et moyen terme, nous abaissons à sous-pondérer les emprunts d'État US et euros les plus sûrs. À moyen terme, nous relevons les obligations émergentes, beaucoup mieux orientées, à surpondérer. Nous conservons une position surpondérée à court terme sur les obligations privées européennes. Des marchés actions très disparates. La faible volatilité des marchés actions n'est pas durable pour les analystes de Swiss Life Asset Management. Pour l'investissement en bourse, les avis divergent parfois, même si quelques grandes tendances se dessinent telles que la recommandation des marchés actions européens et japonais et la prudence qui s'impose sur les marchés actions émergents. Pour Denis Statman, CFA, le marché actions américain est une aberration car trop haut. Selon lui, la situation n'est pas tenable. En effet, le S&P 500 a atteint un nouveau plus haut historique à la mi-août. À son sens, le Japon et l'Europe sont plus attirants. Ce n'est cependant pas l'avis de Xavier Lépine, président du directoire de la Française Asset Management qui recommande de privilégier les marchés d'actions historiquement les plus résistants, US. Il insiste aussi sur les fonds de performance absolue non directionnelle, risque prémia, ou de gestion technique où la compétence des gérants prime sur la direction des marchés. Idem chez Cholet-Dupont qui indique « Nous avons maintenu nos prévisions pour les indices actions en Europe et nous les avons relevées aux États-Unis et au Japon. » Denis Statman incite en revanche à privilégier les actions européennes qui s'échangent avec un ratio P similaire aux États-Unis, avec des marges bénéfices très déprimées, une faible valorisation, ce qui est parfait pour un investissement long terme. Avec la Japon, marché actions européen représente selon lui les meilleures opportunités d'investissement. Ce renforcement du poids des actions de la zone euro est également préconisé par Benjamin Mellman,
directeur allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild. Cependant, de nombreux analystes font l'écho des incertitudes politiques sur le marché européen. Ainsi Swiss Life Asset Managers souligne que les risques politiques continuent également de peser sur les performances des actions européennes. Les élections en France et en Allemagne l'année prochaine commencent à faire la une des journaux. Selon Cholet-Dupont, l'amélioration de la conjoncture et le redressement des perspectives économiques et financières a réduit l'incertitude et l'aversion au risque, ce qui a provoqué de nouvelles rotations sectorielles. En conséquence, Cholet-Dupont a modifié ses opinions sectorielles en Europe comme suit: à court terme, nous relevons à neutre les secteurs chimie, services financiers, assurances et banques, dont la sous-performance semble s'achever. Nous abaissons à neutre le secteur santé qui souffre de l'incertitude liée aux élections américaines. À moyen terme, nous abaissons à les télécommunications. Le marché des émergents représente une bonne opportunité d'investissement à long terme selon Denis Statman, CFA, responsable de l'équipe allocation globale, BlackRock, mais il indique néanmoins que le risque de devises élevé est une limite non négligeable. Benjamin Mellman, directeur allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild, souligne également la bonne santé des émergents. Les marchés émergents enregistrent une performance spectaculaire comme en témoigne l'indice MSCI Actions émergentes. Comme l'AMBI, dette émergente en devises dures, enregistre une hausse de pratiquement 15% depuis le début de l'année, une performance spectaculaire par rapport aux autres classes d'actifs. Cependant, pour lui, ce rallye ne devrait pas se poursuivre en ligne droite notamment car il anticipe un resserrement monétaire de la Fed avant la fin de l'année, ce qui est mal intégré par les marchés. La santé insolente de l'or selon Denis Statman, CFA, responsable de l'équipe allocation globale, BlackRock, l'or est une des meilleures opportunités d'investissement à l'heure actuelle. Et ce n'est pas Xavier Lépine, président du directoire de la Française Asset Management qui dira le contraire puisque selon lui, l'or car il jouera sa valeur refuge dans les moments de tension. Arnaud Duplessis, gérant actions thématiques spécialisées sur l'or et les ressources naturelles chez CPRAM, indique en effet qu'après un plus haut atteint le 6 juillet dernier, 1375 $, le marché de l'or a entamé une phase de consolidation. La rupture du seuil symbolique des 1300 $ pourrait accélérer le mouvement. Et de continuer, pour l'instant, force est de constater que si la probabilité d'une hausse des taux directeurs US dès septembre a significativement remonté, le marché de l'or demeure toujours soutenu par les craintes liées aux conséquences potentiellement négatives du Brexit, l'incertitude liée à l'élection américaine à venir, et l'inquiétude liée au secteur bancaire italien et portugais. Mais avant tout, la généralisation des taux souverains négatifs à un niveau sans précédent constitue toujours le facteur N-1 en faveur du marché de l'or. Un secteur pétrolier en pleine forme depuis début août, le cours du pétrole brut a progressé de près de 19% souligne Swiss Life Asset Manager. La progression des prix du brut s'explique selon Cholet-Dupont par l'état des stocks américains et les rumeurs d'accords de limitation de la production au sein de l'OPEP ont été les catalyseurs principaux de ces variations erratiques. Table ronde macroéconomie 2016 Morningstar Investments Laurent Clavel, économiste international AXA Investments Manager Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts de l'économie conférence allocation d'actifs 2016 Morningstar Investments, Denis Statman, CFA, responsable de l'équipe allocation globale, BlackRock. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.